Bonsoir à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le président de la République a présidé ce matin une réunion sur l'initiative pour l'emploi au Palais de la République. Et le directeur général de l'OMS met en garde contre le nationalisme vaccinal concernant le coronavirus. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité succès et réussite à son nouvel homologue élu hier à la tête de la République des Seychelles, Wavel Ramkalawan. Dans un message de félicitations qu'il a adressé au nouveau président élu, le président djiboutien a salué une victoire historique. Votre accession à la magistrature suprême de votre pays a valeur d'heureux couronnement à votre persévérance et votre foi inébranlable à votre capacité à servir avec dévouement et abnégation les intérêts supérieurs de vos compatriotes, a écrit le président Guelleh dans son télégramme. Votre longue expérience politique et vos nombreuses qualités intellectuelles et humaines vous seront indubitablement aussi de précieux appuis pour vous acquitter à bien de votre mission, a par ailleurs noté le président de la République avant de réitérer ses chaleureuses félicitations au nouveau président de la République des Seychelles. Figure très connue du paysage politique des Seychelles, Wavel Ramkalawan, 59 ans, a été élu dès le premier tour à la magistrature suprême de son pays avec un score de 54,9% des suffrages exprimés. Le bloc d'Afrique de l'Est, l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a appelé hier au dialogue et au compromis pour trouver une solution négociée à la controverse engagée autour du barrage hydroélectrique en construction en Éthiopie. Le méga-barrage hydroélectrique appelé Grand Éthiopien Renaissance Dam, actuellement en construction sur le Nil Bleu, est un affluent majeur du Nil, le fleuve le plus long du monde qui coule jusqu'aux deux pays riverains, le Soudan et l'Égypte. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, encourage le dialogue et le compromis pour apporter une solution aux négociations sur le DIRD entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, annonce un communiqué de presse de l'IGAD. La négociation d'un accord pour ouvrir la voie à un accord gagnant-gagnant est la seule solution pour tous, a ajouté ce communiqué de presse. La déclaration de l'IGAD a exhorté toutes les parties impliquées dans les négociations sur le GERD à éviter toute mesure qui pourrait contribuer à exacerber les tensions. Le GERD, qui a été lancé en avril 2011, sera considéré comme le plus grand barrage d'Afrique une fois achevé. Le barrage a été un problème majeur en Éthiopie, en Égypte et au Soudan. La région ne peut pas se permettre des tensions et nous devons rester à l'écart de tout ce qui pourrait contribuer à les renforcer entre des pays voisins qui partagent un destin commun et des liens séculaires tissés par le fil de l'histoire, a déclaré le secrétaire exécutif de l'IGAD. L'IGAD est donc confiant dans le processus mené par l'Union africaine pour parvenir à une solution acceptable pour l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, a ajouté le secrétaire exécutif. En juillet, l'Éthiopie a annoncé que le remplissage du barrage pour la première année était en construction sur le Nil Bleu. L'Égypte, un pays en aval du bassin du Nil, a fréquemment exprimé sa crainte que le méga-barrage de l'Éthiopie affecte sa part de l'eau du fleuve, tandis que le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, a promis à plusieurs reprises que le barrage ne nuira ni l'Égypte ni le Soudan, affirmant que le projet de barrage assurerait une utilisation équitable et raisonnable des eaux fluviales entre les trois pays concernés. C'était dans les titres de cette édition. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce matin au Palais de la République au lancement d'un dialogue inclusif sur la problématique de l'emploi dans notre pays. Il s'agit d'une approche méthodologique qui met au centre de son action la réalisation d'un inventaire précis des opportunités et offres d'emploi d'un dialogue inclusif étendu à l'ensemble de nos forces vives et à nos partenaires au développement sur cette problématique. Placée sous le haut patronage du président de la République, cette cérémonie de lancement d'un dialogue inclusif sur la problématique de l'emploi à Djibouti servira de prélude à l'organisation d'une série importante de rencontres, de débats, d'échanges et de concertations entre toutes les forces vives de notre nation qui apportent un appui à la notion de création de travail. Il s'agit d'un dialogue qui se poursuivra durant 2 mois et demi et qui, à terme, débouchera sur l'organisation d'un forum foire sur la notion d'emploi à Djibouti. Coordinateur de ces concertations inclusives sur l'emploi, le ministère du Travail et de la Réforme de l'administration se fixe déjà pour objectif de créer à son échelle 5000 emplois sur 1 an.
L'autorité des ports et des zones franches, infrastructure phare du développement national et principal pourvoyeur d'emplois à Djibouti, révèle quant à elle, par le biais d'un communiqué signé par son président, sa volonté de procéder rapidement à une importante création d'emplois. La nouvelle zone franche internationale de Djibouti créera à terme plus de 350 000 emplois et le projet de redéveloppement du port historique va aussi générer plus de 27 000 emplois, est-il noté dans le communiqué de l'autorité des ports. Le secteur privé et les partenaires au développement de Djibouti sont également partie prenante de ce dialogue inclusif sur l'emploi chez nous. Ils ont d'ailleurs pris part à la cérémonie de lancement du dialogue inclusif sur le thème de l'emploi de Djibouti. Plusieurs interventions donc ont eu lieu durant cette réunion ce matin au Palais de la République. Écoutons donc l'une d'entre elles, Madame Barbara Manzi, coordinatrice résidente des Nations Unies à Djibouti et le directeur général du port de Djibouti. Nous avons en gros à peu près plus de 10 000 emplois au niveau PDSA et DMP, sans prendre en compte plus de 1 500 à 2 000 employés par SCGTD. Si je me permets juste de donner un aperçu, DMP et le port de Djibouti a repris tous les techniciens, chauffeurs, tractéristes, contrôleurs, superviseurs, foremen qui ont été licenciés par les sociétés de manutention qui étaient MTS, Savories, MTI, 360, Comat, Rotary et j'en passe. Je crois que si nous nous donnons les moyens, nous allons arriver à nos objectifs. Et je pense qu'au niveau des effectifs généraux, on peut, juste pour vous donner un bref aperçu, au niveau des agents professionnels de manutention, qui étaient anciennement nommés PLS, sont à peu près aujourd'hui 7 835 employés, dont 7 300 dockers ou APM, 135 employés directs et plus de 400 employés communément nommés intermittents, qui sont des chauffeurs, des contrôleurs, des supervisors et des foremen. Tout ça justement pour éviter que ces jeunes retombent dans le chômage. Je voudrais juste attirer cette auguste assemblée que les objectifs qui ont été fixés ici peuvent être atteints. Je proposerai donc qu'on fasse des réunions mensuelles avec les institutions concernées pour qu'on puisse effectivement arriver donc aux objectifs qui ont été fixés par le président de la République. Excellence, le système des Nations Unies considère la promotion de l'emploi décent une de ses priorités en soutien au gouvernement. Cette question est une pierre angulaire du développement et de l'objectif du développement durable numéro 8. J'aimerais tout d'abord souligner l'importance du leadership du président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh, et la volonté nationale pour une politique publique qui vise non seulement à réduire le chômage, mais aussi à améliorer les performances du marché du travail. Il convient aussi de se féliciter des initiatives visant à remédier au chômage élevé et à la création d'emplois plus qualifiés et de valeur ajoutée, afin de ne pas laisser personne pour compte ceux qui sont dans les pièges de la précarité et des bas salaires liés à l'économie informelle surtout. La politique nationale de l'emploi de Djibouti consolide les éléments qui conduisent à la réduction du chômage. On est fiers d'avoir pu accompagner cet effort en tant que système des Nations Unies. Et cette politique, naturellement, nécessite d'une approche intergouvernementale articulant les objectifs économiques avec les objectifs sociaux. Cette initiative pour l'emploi est d'autant plus importante à cause du Covid-19, qui a mis en évidence l'extrême vulnérabilité des millions de travailleurs, surtout les jeunes et les femmes, et les entreprises. Excellence, les systèmes des Nations Unies au niveau global préconisent des réponses à la Covid-19 reposant sur 4 piliers. 1. Stimuler l'économie et l'emploi. 2. Soutenir les entreprises, les emplois et les revenus. 3. Garantir la protection des travailleurs et un lieu de travail. 4. S'appuyer sur les dialogues sociaux pour trouver des solutions adéquates. Le cadre normatif de Djibouti est propice à une stratégie de relance socio-économique qui place l'emploi au cœur des interventions, car il promeut le travail décent. Et de son côté, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, a indiqué que le secteur privé est également partie prenante de ce dialogue inclusif sur l'emploi à Djibouti. On l'écoute. De l'emploi de jeunes à nos jours se pose de manière cruciale à Djibouti, et notre pays qui compte une population importante de jeunes qui doit
pouvoir contribuer aussi à l'économie et à la croissance de notre pays. À cet effet, il est important de porter une attention particulière à l'adéquation formation-emploi, notamment dans les secteurs prioritaires à fort potentiel de développement de l'emploi, tels que la logistique, le transport, l'industrie, les petites industries, la construction, le tourisme, la pêche et j'en passe. À ce titre, je saisirai l'occasion à vous informer que les professionnels du secteur se sont déjà organisés à travers une création d'un centre de ressources et de compétences des métiers du transport et de la logistique, en partenariat public-privé qui est exemplaire. Et de son côté, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a indiqué donc que son département se fixe déjà pour objectif de créer à son échelle 5000 emplois sur un an. Cérémonie on ne peut plus solennelle, qui nous réunit ce matin, revêt pour nous un caractère si particulier, car au-delà de la célébration symbolique d'un événement national, elle nous permet, avec votre onction, Monsieur le Président de la République, Excellence, de déclencher une dynamique nationale sur la problématique de l'emploi basée sur une démarche participative et inclusive visant à mettre en synergie nos approches de solutions dans la lutte acharnée que nous menons depuis des années contre le chômage, la précarité et la pauvreté. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, cette initiative de rassembler les représentants de tous ceux qui sont concernés par la question du travail décent démontre indiscutablement la primauté que vous accordez pour le plein emploi productif et le travail décent. Elle consiste à engager tous les montants privés et publics, partenaires sociaux, partenaires au développement, pour faire le bilan de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et pour concevoir un nouveau plan opérationnel quinquennal de l'emploi. De même, cette initiative ambitionne d'écrire le prochain chapitre du programme Pays Travail Décent Djibouti portant ancrage sur l'agenda à l'horizon 2030-2035 et reposant sur l'accès à l'emploi, à une rémunération convenable, à la sécurité sur le lieu du travail, à une protection sociale pour les familles, à un dialogue social toujours bien solide et une liberté syndicale de négociation et enfin une égalité entre hommes et femmes dans l'emploi. Et dans son allocution prononcée à l'occasion de cette réunion, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souligné les principaux objectifs de ces réunions sectorielles et les résultats qui sont attendus. Voici les propos du président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je préside ce jour la cérémonie solennelle de lancement d'une série de rencontres sectorielles qui nous permettra d'initier la relance de notre politique en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle, notamment celle des jeunes. D'ores et déjà, je tiens à saluer tous ceux qui prennent part à cet événement et qui souhaitent concourir à sa réussite. Mesdames et messieurs, dans le combat acharné mené par nous tous contre la propagation du SARS-CoV-2, notre pays est plus que jamais engagé dans la bataille pour la croissance et l'emploi, avec un train de réformes importantes pour relancer l'économie et le marché du travail qui ont beaucoup souffert des mesures de restriction sanitaire. Dans un contexte de reprise encore laborieux, il faut aller encore plus vite et reconstruire en mieux. En dépit de nos énormes possibilités économiques dans tous les domaines, nous faisons face à de nombreuses contraintes socio-économiques essentiellement liées au chômage, notamment lorsqu'on considère que la majeure partie de notre population active
et jeunes. À ce jour, en plus d'un chômage structurel lié au changement rapide de la structure de notre économie au cours des 15 dernières années, notamment en raison de l'évolution des qualifications requises, nous faisons face depuis le début de cette année à un chômage conjoncturel. Et donc, nous l'espérons temporaire, qui est lié au ralentissement de l'activité économique mondiale. Ce dernier est un problème que nous partageons certes avec le reste du monde et qui, Dieu merci, relativement épargné notre continent. Cependant, il est de notre responsabilité d'agir par tous les moyens et d'actionner tous les leviers pour identifier des solutions structurelles durables, bâties sur un consensus fort entre les différents acteurs impliqués dans cette question. Poursuivant, le numéro 1 djiboutien a mis en exergue que l'État mettra toutes les conditions nécessaires afin de créer une synergie entre l'offre et la demande, tout cela pour offrir des emplois rémunérés et porteurs de progrès social à toute la population. Réécoutons le chef de l'État. L'objectif est d'encourager toutes les opportunités d'emploi, en particulier d'agir sur l'offre, de l'augmenter, mais également de faciliter l'embauche des jeunes diplômés et les moins qualifiés, tant dans le public que le privé. Pour cela, quoi de mieux que celui de mettre en pratique l'adage suivant « Connais-toi toi-même ». C'est à cet exercice que nous devons nous atteler dans une clarté rigoureuse pour mieux définir le nouveau programme national pour l'emploi. Mieux nous connaître, mieux connaître ceux que nous souhaitons servir, mieux comprendre les besoins spécifiques des entreprises nous permettra une meilleure prévision, une meilleure planification et un meilleur pilotage. La condition de création d'un contexte agile, favorable à l'emploi, doit être le fruit d'un dialogue social franc avec l'ensemble des partenaires sociaux. C'est une des conditions du succès de tous les processus que mène notre pays sur le front de cette problématique du chômage de nos jeunes concitoyens. De fait, nous ne pourrons prétendre arriver à un résultat que par les efforts conjugués de tous dans une confiance sans équivoque. Nous avons déjà commencé à mettre en place les réformes institutionnelles et techniques nécessaires pour que notre marché de l'emploi s'adapte aux mutations en cours et pris une série d'initiatives en vue d'un développement équilibré sur l'ensemble du territoire. Mais c'est aussi ma conviction que l'adhésion de tous est indispensable pour que notre politique puisse avoir des effets bénéfiques notables. Je vous exhorte donc, au vu de vos profils, de vos responsabilités, de la place et du rôle des institutions dont vous assurez la représentation ou avez la charge, à mettre vos compétences à profit dans un cadre fédérant toutes les initiatives en faveur de la promotion de l'emploi et du travail décent sur notre territoire. Je vous remercie. Et à l'issue de la réunion, notre équipe qui a couvert cet événement a recueilli pour nous les réactions du directeur général de l'INAP. Le lancement important de notre projet du ministère, mais de projet de tout le monde, l'initiative pour l'emploi. Il s'agit de réfléchir sur comment créer les conditions favorables pour générer des emplois productifs pour les jeunes, les moins jeunes, surtout pour les éduqués et diplômés. Donc, le président de la République aujourd'hui a accepté de parrainer parce que c'est son projet à lui. Et à travers ce lancement, c'est la première étape, nous aurons deuxième étape des séries de rencontres
de consultation sectorielle. Et l'idée, c'est quoi? C'est de fédérer toutes ces énergies, toute cette personne engagée dans le marché du travail, à aboutir et à organiser par la troisième étape une rencontre des experts. Mais en 2 mois, à peu près 2 mois et demi, vraiment le summum de tout ce processus, ce sera la tenue combinée d'un forum foire sur l'emploi. Dans le reste de l'actualité, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammadi, avec la participation du Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires, la représentation nationale a tenu ce matin la première séance publique du Parlement dans sa seconde session ordinaire de l'année. Cette plénière a eu pour agenda l'examen de 5 projets de texte suivants: loi portant réorganisation du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens WARF, loi portant pluralisme politique lors des campagnes électorales et modifiant certaines dispositions de la loi organique relative aux élections, loi portant à la liberté de la communication et de la déontologie de l'information, modifiant et complétant la loi numéro 2 de la 2e législature, loi complétant la loi du 26 janvier 2006 portant Code du travail et loi portant révision de la loi portant organisation du ministère du budget. Tout au long des discussions, l'auditoire a eu des échanges riches et animés, et au terme de ce débat, les 5 textes en instance ont été adoptés. Et enfin, le président de l'Assemblée nationale a précisé que la séance des questions orales du gouvernement aura lieu donc le 5 novembre prochain. Et durant la réunion de ce matin, plusieurs questions ont été posées aux membres du gouvernement, des questions qui ont été posées par les parlementaires. Nous les écoutons. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, j'ai été attiré par ce projet de loi uniquement sur ces sujets de l'Institut IDAC. À l'université de Djibouti, il y a une filière audiovisuelle. Là, si on crée une nouvelle institut cinématographique, elle va servir de passerelle. Passerelle pour la pratique de ces jeunes. Mais malheureusement, on a ajouté l'Institut du cinéma dans l'IDA. Or que l'IDA, quels sont les professionnels qui sont sortis dans cette filière depuis 2003? Pourquoi n'avez-vous pas mis dans les visas le statut de l'opposition, la loi de février 2016 concernant le statut de l'opposition? Parce que cette loi ne concerne pas que la majorité. Nous savons que le budget dévolu à la couverture médiatique de la campagne électorale qui était gérée auparavant à la RTD a été transféré à la Commission nationale de la communication depuis sa création. Pourtant, ce budget couvrait les frais de déplacement et indemnités des journalistes et professionnels des médias affectés à la couverture de la campagne. Donc, cette citation peut entraîner, Monsieur le ministre, un sérieux mécontentement qui pourrait porter préjudice à une bonne couverture médiatique de la campagne. C'est pourquoi ce fonds qui à l'origine était géré à la RTD doit être réaffecté à la RTD. Il y a un point sur lequel il n'y a pas eu de clarification. Ce point, c'est les directeurs adjoints des directeurs généraux. Vous avez créé un établissement, un département juridique, qui est vraiment une très bonne chose. Mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'adjoindre à cette étude juridique une compétence de pouvoir régler tous les conflits qu'il pourrait y avoir avec vos départements? Pourriez-vous nous préciser quand ce texte de révision tant attendu par la grande majorité des Djiboutiennes sera présenté? Et voici donc les réponses des membres du gouvernement qui ont été interpellés par les parlementaires. Ce texte-là, je vous dis, c'est 2 points essentiels qu'il faut retenir. C'est le temps de parole qui est augmenté et imparti d'une façon impartiale pour tout le monde, et pour le gouvernement et l'opposition. Et il y a le numérique qui est intégré. Donc le champ d'application de la CNC va être augmenté aussi. Abdou Zeki a fait pas mal de commentaires sur les textes. Ce sont des commentaires qui sont les bienvenus. On va essayer de réfléchir là-dessus. Je prends note. L'opposition a-t-elle sa place dans les médias, à la RTD? Mais si vous avez des choses bien pour le peuple, pour le pays, on peut vous inviter à la télé, il n'y a pas de problème.
Ce texte-là, c'est un texte qui est vraiment très important pour le pays, pour la CNC, pour bien réguler l'information, pour protéger les journalistes et pour que chaque journaliste ait une carte de presse. C'est vraiment très très important. Vous ne voulez pas dire ce qui est vraiment très important, mais vous passez à côté et vous voulez un peu nous dérouter. Mais si c'est ça votre objectif, franchement c'est dommage. L'opposition, normalement, elle devrait nous corriger un peu, nous soutenir et nous donner des idées. Mais au contraire, vous passez toujours à côté de ce qui est bien pour le pays. On a créé une direction du contrôle. Ça nous permettra de nous évaluer nous-mêmes. Directeur adjoint. Il y a certains départements qui ont des directeurs adjoints, mais d'autres, c'est des directeurs. Directeur général, un directeur qui les suivent. Et on n'a pas besoin d'avoir à créer des directeurs adjoints. Pour une ou deux directions, ça existe, mais toutes les autres directions, il n'y a pas. Et au niveau juridique, comme c'est une direction transversale pour tous les ministères, cette direction, comme la direction informatique, a des antennes dans chaque direction. Donc, tout ce qui est litige, c'est eux qui s'en occupent indirectement. L'objet du texte de loi qui a été proposé aujourd'hui porte sur l'introduction d'un instrument de mesure indispensable à la gestion de notre système de l'emploi à Djibouti. Si nous n'avons pas les données réelles du terrain, on ne pourra jamais bâtir une politique nationale de l'emploi qui vaille. Et c'est très important parce que nous saurons à ce moment, à partir des données que nous avons, nous aurons les possibilités les meilleures pour planifier justement un plan d'action par rapport à l'emploi à Djibouti. Et enfin, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a pris la parole pour clôturer la séance et remercier tous les intervenants. L'Assemblée nationale de la République de Djibouti condamne fermement les caricatures faites du prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, au nom de la liberté d'expression. De même, l'Assemblée nationale condamne toute forme de violence et aucun être humain ne peut s'arroger la liberté d'ôter la vie d'un autre être humain. Il appartient à la justice de statuer sur les atteintes, quelles qu'elles soient. Le respect des croyances de tous les peuples fait partie des fondamentaux de la civilité et ne peut souffrir d'aucune aventure hasardeuse qui risque de créer un climat de haine inutile entre le peuple. L'Assemblée nationale reste attachée aux valeurs humaines universelles de tolérance, de respect mutuel et du vivre ensemble. À cet effet, toute instrumentalisation d'événements susceptibles de porter atteinte à ces valeurs universelles devrait être bannie. À l'occasion de la fête de Mouloud al-Nabi, qui sera célébrée le jeudi 29 octobre 2020, dans notre pays, l'Assemblée nationale souhaite à toutes les Djiboutiennes et à tous les Djiboutiens, ainsi qu'à tous les musulmans du monde entier, une bonne et heureuse fête. Je vous remercie. Sur ce, la séance est levée. Santé à présent, l'hôpital Mohamed Ahmed Issa Di Cheikho de Balbala a abrité ce matin une cérémonie inaugurale des nouveaux services de réanimation néonatale en présence du ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diriye, et de plusieurs membres du gouvernement. Il s'agit d'une extension de cette unité de réanimation néonatale qui intervient dans la prise en charge des nouveau-nés prématurés ou ayant des complications comme l'hypotrophie et l'asphyxie périnatale. Le service de néonatologie s'est donc agrandi avec l'aménagement des nouvelles unités en soins
intensifs en nutrition et en consultation externe qui a permis de rehausser sa capacité litière qui était de 6 couveuses auparavant à 33 couveuses. Avec l'acquisition des équipements neufs et d'appareils onéreux tels que les couveuses, le ministre de la Santé a indiqué que ce présent projet d'extension vise à réduire de façon drastique le taux de mortalité néonatale et périnatale en République de Djibouti. Doté d'un plateau technique moderne et performant avec une équipe soignante pluridisciplinaire dirigée par 3 pédiatres en néonatologie, le service de néonatologie de l'hôpital Chéro se présente aujourd'hui comme le centre de référence concernant le centre de référence national en matière de soins spécialisés pour les bébés prématurés. Écoutons pour plus de précision la pédiatre néonatologiste et directeur technique de l'hôpital Chéro, Dr Timiro Aden. Chef de service de l'unité de la néonatologie et de la réanimation néonatale, en même temps la directrice technique de l'hôpital de Balbala dit Chéro. Alors aujourd'hui, nous avons procédé à l'inauguration officielle du service de néonatologie, lequel service est subdivisé en plusieurs unités, dont l'unité de la réanimation néonatale qui reçoit les nouveau-nés qui sont nés inborn, c'est-à-dire dans l'enceinte de la maternité de l'hôpital. La deuxième unité de réanimation qui reçoit les nouveau-nés qui sont transférés des autres centres de santé ou des autres hôpitaux, mais également des régions de l'intérieur qui présenteraient une indication d'hospitalisation sont reçus à ce niveau-là. Alors comme autre unité, nous avons l'unité de soins intensifs et puis on a une unité qui est dédiée à ce qu'on appelle les soins maternels kangourous, qui est une innovation et une prouesse dont je souligne qu'on a été félicité pour cela par l'OMS et l'UNICEF pour mettre en place ce service qui est unique et qui reçoit les prématurés et les faibles poids de naissance pour permettre de renouer le lien affectif et physique qui a été rompu prématurément par un accouchement prématuré, et ceci à partir de la stabilisation de ces prématurés, d'abord à la réanimation, et dès qu'ils sont stables sur le plan respiratoire et hémodynamique, on procède à l'élevage ou à la croissance de ces nouveau-nés-là et on les transfère dans cette unité kangourou. C'est une unité qui prodigue des soins de contact peau à peau pour non seulement accroître le développement physique et affectif, mais également permettre la stabilisation du nouveau-né sur le plan hémodynamique et respiratoire et l'autonomie du nouveau-né, mais également l'autonomie de la mère et qui se sont impliqués par rapport aux soins de son nouveau-né. Cette méthode a permis de diminuer la morbimortalité de ces nouveau-nés-là, de ces tranches d'âge surtout prématurées et des faibles poids de naissance. Et de son côté, le directeur général de l'hôpital Chéro de Balbala a indiqué que cette extension des activités de réanimation néonatale contribue à l'amélioration de la prise en charge des nouveau-nés prématurés qui présentent des complications graves. Ce projet d'extension fait partie, a-t-il dit, d'un vaste programme de renforcement des compétences et des capacités qui sont menées au sein de l'hôpital Chéro, un programme qui s'inscrit également dans les grandes lignes de la politique sanitaire tracée par le président de la République. Enfin, donc, nécrologie pour clore l'actualité nationale suite au décès de feu Ali Ismail Yabé, haut responsable du ministère de l'Intérieur qui a occupé le poste de commissaire dans les régions, et premier et ancien maire de Djibouti, décès survenu samedi dernier en France. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, le secrétaire d'État à la décentralisation, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, les ambassadeurs de Djibouti en Allemagne et au Soudan, la maire de la ville de Djibouti, ainsi que les autorités et les habitants des régions de Tadjoura et d'Obok ont tous adressé leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt feu Ali Ismail Yabé, tous prient le Tout-Puissant et tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent concernant le coronavirus, le directeur général de l'OMS met en garde contre le nationalisme vaccinal. Le directeur de l'OMS a appelé hier à la solidarité mondiale dans la distribution de tout futur vaccin
contre le coronavirus sur fond d'explosion du nombre de cas à travers la planète. Dans un discours vidéo à l'ouverture d'un sommet mondial de la santé de 3 jours à Berlin, Tedros Ghebreyesus a déclaré que le seul moyen de surmonter la pandémie était de le faire ensemble et de s'assurer que les pays plus pauvres aient un accès équitable à un vaccin. Des scientifiques du monde entier travaillent à mettre au point un vaccin contre la Covid-19 qui a tué plus d'1,1 million de personnes. Des dizaines de vaccins sont actuellement testés dans des essais cliniques, dont 10 sont au stade le plus avancé de phase 3, impliquant des dizaines de milliers de volontaires. L'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et un grand nombre de pays ont déjà passé d'importantes commandes aux entreprises qui créent les vaccins les plus prometteurs, mais les inquiétudes grandissent quant au fait que les pays les moins riches pourraient être négligés. L'OMS a lancé un programme international baptisé COVAX pour aider à assurer un accès équitable aux futurs vaccins, mais elle a eu du mal à réunir les fonds nécessaires. Et enfin, football pour clore cette édition. Même à 80 ans, il reste la star du ballon rond. Pelé fête ses 80 printemps, donc a fêté ses 80 printemps vendredi dernier, un anniversaire à la maison, coronavirus oblige. Mais même confiné, le Brésilien ne perd rien de son sens de l'humour. Je dois tout d'abord remercier Dieu pour ma santé, pour être arrivé jusqu'ici à cet âge et avec cette lucidité. Pas plus intelligent, mais lucide. Considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, Pelé a eu de nombreux problèmes de santé ces dernières années, ce qui ne l'empêche pas d'être très actif sur les réseaux sociaux où il aime rappeler certains de ses exploits, comme son premier but avec le club de Santos à l'âge de 15 ans, ou la première Coupe du Monde qu'il a remportée au Brésil en 1958 grâce à une action mémorable. Il a alors 17 ans et demi. Le roi Pelé reste plus que jamais une légende vivante du football et dans son pays, plusieurs hommages lui sont rendus, notamment à travers une exposition en son honneur au musée de football de Sao Paulo. Fin de ce journal, merci pour votre très aimable attention, excellente soirée sur Télé Djibouti.